Claire Rodier, à toi. Merci. Alors, Adeline a mentionné parmi les pistes innovantes explorées par le GISTI en matière de protection sociale le droit communautaire, le droit de l'Union européenne. C'est vrai aussi dans d'autres domaines. Et le recours aux ressources de ce droit est apparu relativement tôt dans notre pratique. Alors là aussi, je vais faire un préalable le même. Quand je dis notre et nos, ça renvoie pour tout ce qui est du contentieux européen, non pas tellement à moi, qui suis là installée comme un coucou dans un nid où il y a beaucoup d'oiseaux, certains qui sont ici, Hélène Gacon, Claudia Charles, d'autres qui ne sont pas là, Simon Forman, Awal Amin, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions de droit communautaire. Je referme. Je pense qu'on peut faire remonter au milieu des années 80 les premiers cas individuels pour lesquels on a mobilisé le droit communautaire dans le but d'obtenir un droit au séjour ou l'annulation d'une mesure d'éloignement que la loi nationale, que le juge national refusait. Pendant longtemps d'ailleurs, ces pistes que nous offrait le droit européen représentaient une bouffée d'air frais par rapport à une réglementation interne hermétique, même si, il faut quand même le reconnaître, bien souvent, le juge français s'est montré très réticent, et il est encore, à intégrer ce droit dans son raisonnement. Et c'est particulièrement vrai du Conseil d'État, nous l'avons souvent déploré. Nous nous sommes beaucoup servis du principe de liberté de circulation des personnes posé par le traité, qui ne bénéficie pas qu'aux citoyens européens, mais aussi aux étrangers non européens, notamment les membres de famille. Alors ceci est globalement vrai jusqu'au début des années 2000, époque à partir de laquelle les choses ont un peu changé avec la communautarisation de la politique d'immigration, puisque d'une certaine façon pour le justice c'est de l'Europe que sont venus les obstacles, alors qu'avant on se retournait vers l'Europe pour essayer de trouver des ouvertures. Avec une réglementation communautaire qui bien souvent porte atteinte aux droits des ressortissants des États tiers. Dans cette nouvelle configuration, il a fallu nous adapter, chercher les moyens de faire prévaloir les principes relatifs à la protection des droits fondamentaux qui sont censés engager l'Union européenne, c'est là tout le débat, sur les dispositions du droit communautaire défavorables aux étrangers. Comment faire remonter ces questions jusqu'à la Cour de justice des communautés européennes, à laquelle bien sûr le GISTI n'a pas directement accès, pour contester les atteintes portées aux droits des étrangers que nous avions identifiées. C'était là tout le problème et on a bricolé, on a essayé d'innover. Pour un résultat, je dois dire, assez mitigé, en tout cas dans les deux exemples que j'ai sélectionnés, et qui finalement illustre plus le volet stratégie du cadre général de notre matinée que le volet grande victoire du GISTI. Alors mon premier exemple porte sur la directive sur le regroupement familial de 2003, mentionnée par Monsieur Genevoix. Alors l'arrêt du Conseil d'État de 78 est resté dans les annales comme un arrêt GISTI. C'est pas du tout le cas de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-540-03 Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne du 27 juin 2006 qui traite d'un sujet voisin, le regroupement familial. Pourtant, et je ne pense pas que Monsieur Genevoix le sache, on peut sans exagérer affirmer que cette procédure n'aurait jamais été menée si le GISTI n'y avait mis toute son énergie. Sur le constat sur cette directive, quand elle a été adoptée à l'issue d'un processus sur lequel je ne reviendrai bien sûr pas, de nombreux observateurs s'accordaient pour estimer que la directive sur le regroupement familial, alignée sur les standards les plus bas des législations des États membres, était globalement loin de respecter le droit à la vie familiale. Mais pourtant, quand on a commencé au GISTI à dire qu'il fallait contester cette directive devant quelque chose, et ce quelque chose, il n'y en avait pas beaucoup, à part la Cour de justice, il s'est trouvé peu de monde parmi les familiers du contentieux communautaire de notre entourage pour croire que l'entreprise était envisageable.
Alors on a essayé quand même, on s'est appuyé sur une disposition du traité de Nice de 2000 qui dit que la Cour est compétente, la Cour de justice, donc la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation du présent traité ou toute règle relative à son application formée par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission européenne. Alors ça n'allait pas de soi parce que les seuls qualifiés pour contester la directive étant les États ou les institutions européennes, nous n'avions pas beaucoup de choix. Il n'y avait rien à attendre, bien sûr, des États qui venaient d'adopter la directive, ni du Conseil, puisque c'est les États. De la Commission européenne, pas grand-chose non plus, parce qu'elle avait accompagné le processus d'élaboration de la directive de bout en bout, et bien qu'elle ait dû manger son chapeau, elle ne pouvait pas se déjuger au dernier moment. Il ne restait plus qu'à convaincre le Parlement européen, une démarche que quand même le GISTI ne pouvait entreprendre tout seul. Nous sommes donc passés par un réseau d'associations européennes qui militent pour le droit de vivre en famille, dont nous faisions partie depuis déjà une dizaine d'années, pour lancer en septembre 2003 une campagne auprès des parlementaires européens. On avait une brèche pour les sensibiliser. À l'époque, le Parlement européen n'avait qu'un rôle consultatif dans les matières d'immigration et d'asile. Elles sont aujourd'hui passées sous le régime de la codécision, mais ce n'était pas le cas. Mais le traité prévoyait que le Conseil statuait à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Or, le Conseil avait rendu public en février 2003 un accord politique sur la directive sur le regroupement familial, alors même que le Parlement n'avait pas rendu son avis. Il l'a rendu d'ailleurs, avec beaucoup de propositions d'amendements qui n'ont naturellement pas été prises en compte, puisque l'accord, de fait, était déjà bouclé. Dans l'argumentaire que nous avions préparé, nous pointions cette irrégularité, pas très costaud, mais la campagne auprès des parlementaires visait aussi à piquer leur susceptibilité, à leur dire « Regardez, vous êtes fait avoir, le Conseil a décidé sans vous ». Ça a marché avec quelques-uns et un nombre suffisant de parlementaires européens s'est prononcé pour demander l'annulation de la directive, ce à quoi, à la suite de quoi le président du Parlement a saisi, comme nous le souhaitions, la Cour de justice des communautés. Alors, dans l'argumentaire que le GISTI avait fait parvenir à la commission juridique du Parlement, sans que notre nom apparaisse du tout, nous avions soulevé une dizaine de moyens d'annulation qui reposaient tous sur un préalable. Bien que le traité de Rome de 1957 ne dise rien à ce sujet, l'Union européenne doit respecter les droits fondamentaux, notamment ceux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, mais aussi d'autres textes de portée internationale en tant que principes généraux du droit communautaire. Alors, le temps manque pour que je rentre dans le détail, bien sûr, de cet arrêt de 2006. On retiendra que sur les 10-12 motifs d'annulation que nous proposions, le Parlement en a retenu 3, dont 2 portaient sur les limitations apportées au regroupement d'enfants mineurs et que la Cour les a tous écartés. Notamment, la Cour n'a rien trouvé à redire aux possibilités ouvertes par la directive de restreindre les conditions dans lesquelles les enfants mineurs peuvent rejoindre leurs parents installés en Europe, dès lors, dit l'arrêt, que les États membres restent tenus par la directive d'examiner la demande dans l'intérêt de l'enfant. Autrement dit, plutôt que de chercher à encadrer, à harmoniser la notion d'intérêt de l'enfant pour tous les États membres, la Cour a pris le risque de laisser les États donner leur propre interprétation à cette notion, éventuellement guidée par telle ou telle habitude ou particularisme national. Elle permet ainsi que la loi allemande soumette les enfants de plus de 13 ans à un test d'intégration avant de quitter leur pays, et elle a incité d'autres pays, d'autres législations à durcir leur contenu. Je ne vous donnerai pas d'exemple, vous pouvez deviner tout seul. À titre de consolation, l'arrêt de 2006 réaffirme le principe selon lequel les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit, mais on le savait déjà. Mais surtout, il consacre pour la première fois, certains commentateurs ont considéré ça comme une grande victoire, la portée de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme une source du droit communautaire. Mais on va voir avec le deuxième exemple que je vais quand même vous présenter que ces considérations sur le respect des droits fondamentaux peuvent rester bien théoriques. Mon deuxième exemple, je vais aller plus vite, c'est l'affaire des charters de Lampedusa.
par rapport à la stratégie de l'ombre qu'avait adoptée le GISTI dans l'histoire de la directive, l'affaire des charters de Lampedusa illustre une méthode plus frontale qu'on a utilisée pour atteindre la Cour de justice. On voulait faire juger que les autorités italiennes avaient, en octobre 2004, violé le droit communautaire en expulsant, au vu et au su de l'opinion, tout le monde l'a su à l'époque, et sans avoir procédé à aucun examen individuel de situation, plusieurs centaines de migrants depuis la petite île de Lampedusa vers la Libye, pays connu pour le respect des droits de l'homme qui est pratiqué. Le raisonnement rejoint celui qu'on avait adopté pour la directive regroupement familial, mais le mode opératoire est différent. Cette fois-ci, le GISTI, avec 9 autres associations européennes, membres du réseau Migre Europe, a saisi la Commission européenne pour lui demander, sur la base d'un dossier très documenté, qu'une action en manquement soit engagée contre l'Italie, coupable, à ses yeux, d'avoir commis des violations manifestes de principes fondamentaux qui engagent l'Union européenne. Protection contre les traitements inhumains et dégradants, principe de non-refoulement pour les demandeurs d'asile notamment, expulsion collective aussi. Alors une action en manquement, c'est une procédure par laquelle la Commission européenne peut saisir la Cour de justice pour faire constater qu'un État a manqué à ses obligations. Sans contester les faits, qui étaient d'ailleurs incontestables, le Parlement avait protesté, avait invité la Commission à faire cesser les expulsions collectives, etc. La Commission nous a répondu qu'elle était incompétente, que le droit communautaire n'était pas applicable en l'espace et qu'elle ne disposait pas d'une compétence générale pour ce qui concerne les droits fondamentaux. Pour nous, c'était une façon de botter en touche parce qu'elle ne se prononçait pas sur l'opportunité d'ouvrir une procédure en manquement, pas du tout sur le fond. On a donc essayé de faire juger cette erreur de droit de la Commission par le juge européen dans une requête devant le tribunal de première instance des communautés qui nous a déclaré irrecevable en estimant qu'un particulier ne peut attaquer un refus de la Commission d'engager une procédure en constatation du manquement à l'égard d'un État. On ne pouvait pas s'arrêter en chemin, on voulait aller jusqu'à la Cour. On a donc formé un pourvoi contre cette ordonnance du tribunal en plaidant que la décision de la Commission que nous attaquions ne concernait pas son refus d'engager une procédure en manquement, on n'avait effectivement pas qualité à le faire, mais le fait qu'elle se dise incompétente pour en juger, pour l'engager. Bon, c'est une subtilité que la Cour n'a pas du tout voulu entendre. Et dans son ordonnance du 6 avril 2006, elle a rejeté le... C'est pourtant imparable juridiquement, mais elle a pourtant rejeté le pourvoi du GISTI en ajoutant, en plus, qu'il n'avait pas intérêt à agir. Alors, de même que certaines victoires restent sans un grand effet pratique, certaines défaites livrent des enseignements éclairants. De celle de Lampedusa, on retiendra 2 choses. D'abord, que quand ça l'arrange, la Commission européenne considère que les droits fondamentaux ne sont pas un socle commun pour l'Union européenne. Mais surtout, et c'est plus grave, que lorsque des États membres se rendent coupables de violation des droits fondamentaux à l'égard de ressortissants étrangers, la communauté européenne en tant que telle n'est en mesure ni de mettre fin aux agissements fautifs, ni même de les sanctionner a posteriori. Et cette impunité est particulièrement inquiétante dans un contexte comme celui des expulsions de Lampedusa, parce que pour des raisons que vous pouvez facilement imaginer, aucune des victimes n'a pu engager de procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est généralement la soupape de sécurité finalement pour la Commission, qui dit, ou le juge, qui dit il y a toujours la Cour européenne, article 3, etc. Voilà, il y a encore du travail pour le GISTI et ses partenaires de l'Union européenne pour faire avancer la cause des étrangers en Europe. Président. Merci Claire.